c'est l'islam. Oui, alors justement, avant l'arrivée de l'islam, qui s'est imposé par la conquête arabe et qui a été imposé de façon directe ou indirecte, parce que par exemple, Laurent évoquait les adorateurs du feu zoroastriens qui ne sont vraiment plus nombreux en Asie centrale ni en Iran, puisqu'en effet ils ont été après la conquête arabe accablés de tant d'impôts qu'ils ont fui, ils ont été jusqu'en Inde, puis il y a également eu une persécution religieuse. Ils ont été jusqu'en Inde où ils sont devenus les Parsis, Parsis parce qu'ils venaient de Perse. Il y en a quelques-uns qui sont restés en Iran où ils sont devenus les Guèbres. Donc le professeur d'arabe pourra nous dire d'où ça vient, le mot Guèbre. Alors Gabre, moi je peux prononcer Gabre, infidèle. Voilà, donc l'islam arrive et en effet nivelle. Ce qui nous a intéressé, c'est avant ce nivellement et avant cette homogénéisation qui peut représenter une certaine perte, puisque c'est une homogénéisation tout simplement. Il y avait cette posture religieuse, un foisonnement de religion, ce qui veut dire une posture d'esprit qui privilégie le doute, le questionnement, un rapport au divin qui n'est pas dans le dogmatique, qui est dans le voyons voir si finalement ceux-ci disent cela ou bien ceux-ci sont favorisés, peut-être y a-t-il une raison pour cela, donc je vais m'intéresser à leur culture, je vais m'intéresser à leur religion, et c'est pour ça qu'en fait les religions d'Asie centrale sont multiples et en général très syncrétiques. Et c'est ce qui nous a intéressé de mettre en valeur, puisque pour nous c'était l'essence même de l'Asie centrale en tant que justement point central où beaucoup d'influences arrivaient, se mélangeaient et pouvaient engendrer quelque chose. Oui, vous venez je veux dire, de nous mettre l'eau à la bouche pour en connaître davantage sur cette donnée-là religieuse que vous avez, me semble-t-il, vraiment merveilleusement traduite, hein, ça je dois le dire. Mais revenons peut-être d'une autre manière au roman et parlons des personnages. Il y en avait quelques-uns, je veux dire, on peut dire qu'il y en a 4-5 qui émergent parmi évidemment bien d'autres. Et la question abominable que je voudrais vous poser est quel serait le personnage que vous préférez le plus par rapport à l'ensemble? Je vais répondre à cette question parce que moi j'en ai un qui est particulièrement mon préféré. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre parce qu'on a voulu un livre qui était foisonnant, avec beaucoup de personnages de divers horizons, etc. Il y a un personnage qui nous tient particulièrement à cœur, alors il y a des personnages qui sont des pièces rapportées, qui viennent des steppes, qui viennent de l'Empire arabe, qui viennent de telle direction. Mais le personnage qui nous tient à cœur, c'est le personnage local, c'est-à-dire c'est la personne, le Sogdien, c'est-à-dire la personne originaire de Sogdiane, celui qui est né à Samarcande, qui est le prototype du centre asiatique local qui, lui, est né sur place, a grandi sur place, etc. Donc ce personnage s'appelle Bhagavandak. Alors dans la langue sogdienne de l'époque, ça veut dire esclave des dieux. Donc on voit qu'on est en contexte polythéiste, etc. Alors le personnage Bhagavandak, lui, est fascinant parce que c'est un pur produit du cru. Alors il est né à Samarcande, son grand-père a connu la conquête arabe, son père a tenté de survivre après cette conquête qui a quand même ruiné les destins économiques et les familles. Et lui, le personnage qui s'appelle Bhagavandak, qui est sogdien d'origine, lui, en 784, donc, a un destin un peu particulier. Il est marchand, donc les Sogdiens, à cette époque, sont un peuple qui a toujours été connu pour son aptitude au commerce. Les gens de Samarcande, sur la route de la soie au Moyen-Âge, sont réputés pour leur talent à commercer, à échanger des choses. Ils sont centraux sur les routes commerciales, donc
ils servent d'interface, ils parlent plusieurs langues, on loue leur capacité transactionnelle, etc. Donc le personnage qui s'appelle Bhagavandak, lui, est attachant parce que on lui a mis sur les épaules tout cet aspect. Donc c'est un marchand sogdien, né à Samarcande. Alors, il faut se figurer les Sogdiens, c'est un peuple qui est donc indo-européen, qui n'est pas du tout altaïque ou mongol. Hein. Ce sont vraiment des gens qu'on pourrait qualifier d'iraniens, ce qui veut dire qu'ils sont barbus, ils ont des grandes barbes, ils ont la peau relativement claire. Les Sogdiens sont des gens fort attachants. Quand on lit les chroniques, les Chinois s'extasient devant, les Chinois eux-mêmes s'extasient devant leur grâce, leur façon leur distinction, leurs talents commerciaux, leur savoir-faire artistique. Les Sogdiens sont d'excellents musiciens. On dit même que ce sont les Sogdiens qui auraient amené jusqu'en Chine les 7 notes de la gamme qui venaient d'Occident, et les Sogdiens, par exemple, auraient pris cet apport technique en musique et puis ils l'auraient colporté vers la Chine. Alors les Sogdiens donc sont excellents musiciens, ils sont excellents danseurs, ce sont de bons peintres, ils accordent beaucoup d'importance à l'ornement de leurs temples dans lesquels ils vénèrent la flamme sacrée de Zoroastre. Ils savent bâtir des villes somptueuses. Samarcande est très réputée à l'époque malgré les dommages que la conquête a pu faire subir à la ville. On voit encore dans les musées centra-asiatiques des fresques qui représentent les Sogdiens et on voit tout de suite le soin qu'ils apportent à leurs vêtements. Ils ont des beaux brocarts en soie qui sont volontiers brodés avec des motifs mythologiques, des pièces de soie sur lesquelles sont brodés des sagittaires, des bottes légèrement pointues. Ils accrochent des longs rubans bleus aux sabots de leurs chevaux. Ils portent une barbe foisonnante. Et puis le petit bonnet qui est propre aux Sogdiens en forme de pain de sucre comme ça, ou de bonnet phrygien. Tout ça, bon, ce sont des particularités vestimentaires ou physiques qui rendent les Sogdiens attachants. Ce sont des gens raffinés, ce sont des gens qui ont beaucoup de savoir-faire. Donc le personnage qui s'appelle Bhagavandak, lui, incarne tout ça, et c'est pour ça que c'est notre préféré. Voilà. C'est parce que c'est la personne qui finalement est autochtone à l'Asie centrale, le véritable autochtone à cette époque. J'ajouterais juste qu'on aime également beaucoup Bhagavandak parce qu'il est fou amoureux d'une femme au très fort caractère et qu'il est inconsolable de sa mort. Voilà, c'est tout. Vous pourriez peut-être quand même dire, pour quelle raison il va se mettre en marche, et une marche infinie qui va traverser quasiment toute l'Asie, et il est à la poursuite de quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il est fou amoureux de cette femme dont les femmes sogdiennes, sans être spécialement émancipées pour l'époque, avaient quand même, par exemple, pouvaient voyager seules. On s'est appuyé sur cette donnée pour bâtir un personnage féminin au caractère fort, attachant, qui donc fait tourner la tête à ce Bhagavandak, qui pourtant est très bon marchand. Cette femme malheureusement meurt et notre personnage en est inconsolable. Donc ça, c'est la part vraiment romanesque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se résoudre à cette mort et reprendre femme et refaire une vie. Il essaye de conjurer cette mort et de retrouver sa femme. Et voilà, c'est une quête qui est quand même immense, conjurer la mort, retrouver l'être aimé, et ça va le mener sur les routes, et on ne sait pas s'il va la retrouver ou pas, mais en tout cas, il va beaucoup marcher. Alors là, je ne résiste pas, il faut quand même que j'ajoute quelque chose. Là, non, ça c'est trop beau, parce qu'en fait, ce Bhagavandak, donc sa femme meurt, femme splendide, bien entendu, et alors un chaman, lui qui n'est pas chaman, un chaman lui a révélé que le jour où il pourra ravir le poignard voilà. Et sur ce poignard se trouve une pierre verte. Or, s'il arrive à trouver ce poignard, la pierre verte pourra ressusciter et faire revenir sa femme. Et alors là, il va traverser des difficultés, plus rien ne l'arrête.
tout lui est égal, il veut trouver ce poignard sur lequel il y a la pierre verte. Et ça, c'est beau, vous avez réussi à rendre ça émouvant. Moi, ça m'a arraché quelques larmes à certains moments. Non, mais bon, parce qu'on se laisse prendre par cette histoire. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il se met en tête. Il ne met pas du tout en doute que sa femme peut ressusciter. Non, il ne met pas en doute parce que à cette époque, c'est une époque qui est très pieuse. Hein. Les gens ne sont pas du tout... on doute, mais si on doute, c'est vers autre chose. Hein. On ne doute pas pour douter, ou alors l'athéisme, ou ce qu'on dirait l'athéisme à l'époque, n'est pas du tout concevable. Ce qui veut dire que les gens sont théistes, on croit en quelque chose, il y a quelque chose sur Terre ou dans le ciel, et donc la magie est omniprésente. N'oublions pas que nous sommes au Moyen-Âge, cette Terre est encore pétrie de paganisme. Donc Bhagavandak, lui, qui malgré sa foi zoroastrienne rencontre donc une chamanesse, d'ailleurs, ce n'est pas un chaman, c'est une femme, c'est une chamanesse, qui vient du Nord, et la chamanesse donc lui révèle effectivement que il pourra peut-être conjurer la mort s'il trouve la fameuse pierre verte magique. Alors donc Bhagavandak ne doute pas un seul instant que cela soit possible, et c'est peut-être le côté un peu mille et une nuits, c'est-à-dire que la magie et puis ce qu'on appellerait la crédulité, mais qui n'en est pas, est omniprésente en Asie centrale à cette époque, ça c'est clair. Non, c'est pas de la crédulité, non, c'est la puissance de l'amour qui fait espérer. C'est-à-dire que lorsqu'on aime, on est dans des espérances absolument folles. Et bien, ça, vous le rendez dans votre roman. Ah oui. Ah, il y a peut-être un peu de vécu aussi, c'est vrai. Bon, je ne vous le dirai pas. Et j'ai eu un autre plaisir à lire votre livre, c'est que vous parlez d'échanges, de transport, enfin de marchandises, etc. Et je découvre aussi qu'il y a un tas d'inventions ou de choses dans cette Asie centrale que nous ne connaissons absolument pas en Occident et que l'Occident va hériter de cela. Alors, dites-le nous. Oui, effectivement, oui. On sait que la route de la soie, plutôt les routes de la soie seront des vecteurs de mondialisation. Hein. Ces routes commerciales assureront le transit des idées et des choses entre l'Occident et l'Orient. Alors, il y a plusieurs choses qui véhiculent. Je sais, Karl Weber, que vous avez en tête les feux grégeois, n'est-ce pas ? Entre autres, oui. D'accord. Alors ça, c'est une technique, par exemple, qui... Ah le feu grégeois, par exemple, est un exemple de choses. Donc, en l'occurrence, c'est une arme qui lui, provient de l'Occident, qui a été inventée au 7e siècle sur les bords de la Méditerranée, qui a servi contre les Byzantins. Hein. Les Arabes se sont servis du feu grégeois contre Byzance. Et donc cette technique, effectivement, sera relayée jusqu'en Chine, et puis on la trouve 2 siècles plus tard en Chine, le temps de faire la route. Le feu grégeois, par exemple, est un exemple de technique ou de savoir-faire qui est exporté. Alors il y en a beaucoup d'autres. Voilà, on peut parler du papier, puisque en effet, ça apparaît dans notre livre. Ce fameux Bhagavandak, par un concours de circonstances, alors je ne vais pas vous raconter le livre, mais se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent aux alentours de Samarcande la fibre textile, mais pas pour faire des vêtements. Et il ne sait pas pourquoi c'est une ferme très gardée, et pourtant la personne qui la possède met des sommes faramineuses pour acheter les fibres de chanvre, les fibres de mûrier, et ce Bhagavandak qui est un grand commerçant se demande pourquoi. Et petit à petit il se rend compte qu'en fait c'est une usine de papier, puisque le papier vient le secret du papier vient de Chine, bien évidemment. Ce secret s'est un petit peu échappé de Chine
par des prisonniers, a priori des artisans papetiers qui ont été faits prisonniers et ramenés en Asie centrale, où ils ont fait part de leur savoir-faire. Et ce savoir-faire, petit à petit, encore très gardé bien évidemment, mais prend racine, et les gens, petit à petit, découvrent des matériaux nouveaux, des façons de faire. Et le papier, par exemple, on en parle parce qu'on a des personnages qui en fabriquent dans le livre. Et puis, sinon, bien évidemment, les denrées locales, les fruits, les légumes. Le premier tome de Mille et dix mille pas s'appelle Samarcande aux pêches d'or, puisque donc il y avait énormément grâce à l'irrigation très bien faite de la ville, beaucoup de vergers qui donnaient beaucoup de pêche, d'abricots, qui étaient prisés et qui voyageaient et se disséminaient de l'est en ouest. Des épices, bien évidemment, tout ce qu'on associe à la route de la soie, beaucoup de choses. Oui, très bien. Voilà, ça fait déjà 45 minutes que nous parlons. Puis, généralement, on laisse le dernier quart d'heure au public. Alors, si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de certains personnages, de la religion, mais il n'y a, à part la dame qui est décédée, il n'y a pas de femme dans votre histoire? Alors, si, bien évidemment, oui, si, bien évidemment, et heureusement pour les hommes, je dirais. Oui, il y a beaucoup de femmes, bien évidemment, si. Les femmes sont présentes en Asie centrale comme partout ailleurs, il n'y a aucune raison d'occulter leur rôle. Beaucoup de personnages sont féminins dans le livre, alors on vous laissera les découvrir peu à peu. Alors, comme les hommes, hein, les femmes sont d'horizons très diverses, il y a de tout, des Saoudiennes. Il y a un personnage féminin qui est le personnage d'une Saoudienne aussi, qui elle-même est originaire de Samarcande et qui est danseuse. Voilà, c'est un exemple de personnage. Voilà, c'est une danseuse qui elle, hérite de ce savoir-faire artistique de la Saoudiane, qu'on retrouvera dans le livre avec grand plaisir, j'espère. Il y a aussi d'autres personnages qu'on rencontre plus vers la fin du livre, hein, quand on se tourne vers la Perse et l'Irak, où tous les destins vont se résoudre. Enfin, oui, les femmes sont présentes dans le livre très volontiers. Oui, c'est une bonne question. Et pourquoi avoir choisi ces lieux et ces histoires à ce moment-là? Vous avez vécu là-bas, non pas à l'époque, mais maintenant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que... quand on a écrit le livre, c'était déjà il y a 10 ans, en 2009. On écrivait déjà, mais on était engagés dans une logique de voyage. C'est-à-dire que nous étions partis sur les routes. Et en tant qu'auteur, nous connaissions peu l'Asie centrale. Et en arrivant dans cette région, donc nous sommes rentrés en Afghanistan par le Pakistan, et de l'Afghanistan nous sommes arrivés en Ouzbékistan. En arrivant dans cette région, nous nous sommes rendus compte à quel point elle était belle et à quel point elle avait un potentiel énorme, ce qui a fait qu'on avait l'idée de faire quelque chose d'historique parce qu'on aimait bien cette démarche de recherche mêlée à une trame romanesque qui allie le plaisir à l'ouverture sur le savoir historique. Et on s'est dit, bon, là, il y a quelque chose à cet endroit-là du monde. Après, en faisant nos recherches, on s'est fixé justement au 8e siècle, puisque c'est un moment de basculement, qu'il y a la disparition de beaucoup de choses et qu'on a voulu nous arrêter un petit peu avant que tout ça, en effet, ne sombre, ne passe dans l'histoire mondiale et ne devienne un monde assez peu connu finalement. Vous évoquez les Ouïghours et nous savons ce qui se passe avec eux aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire, parce que vous en savez plus que moi je présume, vous avez évoqué, je n'ai pas lu le roman, mais qui étaient les Ouïghours? Parce que vous l'avez évoqué rapidement, mais là ils sont arrivés en fin de course, quoi, comme les deux autres que vous avez cités. C'est pour oui, voilà.
Enfin voilà, là, monsieur pleurait pour la dame à la pierre verte. Moi, je pleure pour ces personnes comme les Ouïghours, enfin, Oui. et les autres dont je ne connais Oui. pas les noms. Alors oui, les Ouïghours, donc, qui maintenant sont relégués dans l'ouest de la Chine, hein, qui ont un sort pas très enviable, effectivement. Les Ouïghours n'ont pas été toujours dans cette situation d'infériorité par rapport aux Chinois. À l'époque, les Ouïghours, donc, qui sont des nomades, eux, ont un empire, ce qui veut dire que c'est un empire fondamentalement nomade, qui précède celui de Gengis Khan, par exemple. Donc il précède, voilà. Donc là, on est 400 ans, grosso modo, avant Gengis Khan, mais il y a déjà des empires nomades, il y a déjà des tribus nomades qui se fédèrent et qui conquièrent l'espace autour d'eux et qui forment un pouvoir politique central. Alors les Ouïghours, à cette époque, au 8e, eux ont leur empire, c'est le grand empire des steppes. C'est un empire qui est très puissant, très fédéré, militairement puissant, et d'ailleurs ils sont de l'autre côté de la Grande Muraille de Chine. Et à cette époque, ce qui était d'ailleurs intéressant, c'est que les Ouïghours sont en position de supériorité par rapport à la Chine. Voilà, ce qui veut dire que ce sont plutôt les Chinois qui auraient tendance à mettre le genou en terre devant les Ouïghours au 8e siècle. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que les Ouïghours sont tellement en position de force au 8e que quand on lit les récits d'ambassades entre les Ouïghours et les Chinois, les Ouïghours envoient des ambassades à la dynastie des Tang, qui est la dynastie chinoise, mais en fait, ce sont des tribus déguisées. Ce qui veut dire que officiellement, ils sont là pour échanger des chevaux contre des pièces de soie, et puis les Chinois donnent 25 000 pièces de soie, et puis les Ouïghours donnent quelques centaines de chevaux qui ont les pattes cassées, qui ont la gale, qui ne savent pas courir, enfin ils donnent les pires carnets des steppes. Donc à cette époque, les Ouïghours sont puissants, et d'ailleurs c'est une entité politique qui est présente dans le livre. Bon, alors après, ils seront un siècle plus tard, leur empire va s'effondrer, parce que l'histoire doit suivre son cours. Et puis effectivement, après, ils vont être déplacés, et puis ils vont atterrir dans l'ouest de la Chine. Et puis là, ils sont colonisés, exterminés, leur culture est à l'agonie. Nous sommes passés aussi par l'ouest chinois, et c'est vrai que la situation des Ouïghours n'est pas très reluisante. Pas très reluisante. D'ailleurs, j'ajouterais aussi qu'à l'époque, au 8e, parce que les Chinois ont une attitude de colonisation et puis d'expansion vers le territoire de Ouïghours actuel, là, c'est-à-dire que le Xinjiang, la partie occidentale de la Chine, est colonisée et affermie par rapport au pouvoir central de Pékin.